Je vais vous demander d'accueillir les 4 invités qui vont nous permettre d'approfondir un petit peu ce que c'est qu'une maison vie et partage, comment elle se construit, comment elle se vit, comment elle s'imagine. Je vous demande d'accueillir tout d'abord le président de la Fondation pour le logement social, Michel Récipon, Thibaut de Dinechin, fondateur de la maison Harmonia, Florence Couder, présidente de l'association La Demeure aux Mille Sources, et enfin Jean-Charles Dessès, qui est architecte, mais aussi président de la maison vie et partage de Bayeux. Merci à tous les 4, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Je vais commencer un petit peu par vous, Michel Récipon, si vous voulez bien, en tant que président de la Fondation pour le logement social. On verra à la fin, je pense, plutôt les projets d'avenir, mais j'aimerais que vous nous resituiez un petit peu le projet de la Fondation pour le logement social autour de l'habitat partagé. Depuis quand et comment vous en êtes venu à porter des projets tels que ceux dont on va parler ce matin? Bonjour à tous. C'est d'abord, la Fondation, elle existe depuis 1990, donc bientôt 30 ans. C'est parti d'initiatives aussi. Ce matin, on nous a dit on ne peut pas attendre toujours de l'État, mais aussi nous pouvons aussi apporter notre pierre. Et la spécificité de notre Fondation, c'était d'abord une famille, un logement. C'est-à-dire que nous répondions d'abord aux besoins de la famille. Et nous avons trouvé soit des appartements en copropriété, soit parfois des pavillons, et c'est pour ça que notre patrimoine est dispersé, ce qui n'est pas forcément facile à gérer dans le temps, mais c'est toujours cette réponse. Deuxièmement, ce qu'on essaye aussi, on a toujours essayé de faire des solutions pérennes. Si on trouve le logement, il faut que la personne puisse y rester le plus longtemps possible. La moyenne, c'est à peu près 11 ans de ce qu'on a. Et nos plus belles réussites, c'est quand des enfants viennent nous voir en disant « on aimerait racheter l'appartement pour que mes parents puissent rester chez eux ». Et donc là, nous avons rempli entièrement notre mission, puisque nous avons commencé à faire une mission à un moment donné où des personnes étaient en difficulté. On a pu trouver un logement très social. La vie leur a permis aussi de réussir, et les parents et les enfants qui permettent aussi d'acheter. Voilà notre mission. Nous faisons aussi donc c'est vraiment le logement adapté. Nous avons mis en place aussi depuis 4-5 ans maintenant, c'est suite aussi à des rencontres avec des familles, c'est toujours le même principe, on ne construit pas un logement pour trouver des locataires, mais on loge une famille. Et là, nous sommes entrés dans le monde des fragilités que nous ne connaissions pas. Et quand on a vu les besoins, quand on a vu les détresses de toutes ces familles, c'est là qu'on a travaillé sur un projet qui était les maisons de vie et de partage. Ces maisons de vie et de partage, ça répond déjà aux besoins des familles en fonction de la fragilité. La Fondation pour le logement social apporte, elle, la solution immobilière, parce que beaucoup de familles ont déjà réfléchi depuis des années, ont fait des choses, mais butent sur le problème immobilier. C'est quelle date la première approche d'une famille qui vient vous solliciter pour un habitat partagé? 2012. Donc ça veut dire qu'avant 2012, ce besoin ne se ressentait pas, ou est-ce qu'il n'avait pas été identifié comme une possibilité d'action de la Fondation? Alors je pense que le besoin il existait depuis très longtemps. D'abord ces rencontres aussi avec ces familles, et c'est vrai que nous avions été sensibilisés, et là nous avons aussi décidé de faire vraiment un axe prioritaire. Donc l'objectif, c'est d'acquérir le logement ou le bâtiment pour permettre de déployer un projet d'habitat partagé. Non seulement c'est l'habitat partagé, mais c'est aussi à taille humaine, et puis il y a aussi l'accompagnement. M. Molinet disait ce matin aussi, le logement seul ne suffit pas s'il n'y a pas cet accompagnement. C'est la première fois que nous organisons aussi un week-end comme ceci. C'est une rencontre aussi avec les différentes associations, avec les résidents, vous les avez écoutés, avec aussi les maîtresses de maison. Donc c'est toute cette rencontre qui nous permet aussi, pour voir ensemble, pour éviter d'abord l'isolement, parce que chacun après rentrant chez eux se retrouve parfois seul devant tout un tas de problèmes. Donc c'est aussi notre fondation apporte et va essayer de réfléchir avec eux, de répondre à leurs besoins, et aussi de leur apporter des solutions pour leur faciliter la vie. Nous ne sommes pas qu'un simple bailleur, nous aussi, d'un autre côté, on accompagne aussi toutes ces familles.
Alors, je vais continuer avec vous, Florence, parce qu'on va essayer de manière progressive. Voyez, on acquiert le logement, mais avant d'acquérir le logement, il y a souvent un projet. Et vous, Florence, avec les 1000 sources, vous êtes finalement au début de cette réflexion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Alors, vous, c'est un habitat partagé, si j'ai bien compris, qui est destiné plus particulièrement à des personnes ayant des problèmes psychologiques lourds, mais pas forcément des personnes porteuses d'un handicap physique ou mental, mais avec des problématiques plutôt psychologiques sortant d'hôpitaux. Voilà, donc effectivement, l'association aux 1000 sources, c'est plus ciblé sur des personnes en souffrance psychique. Alors, comment est né ce projet ? Et oui, comment il est né ? Donc, au départ, des personnes malades psychiques sorties de l'hôpital psychiatrique se retrouvaient tous les jeudis dans le cadre d'une aumônerie qui est sortie de l'hôpital, qui s'appelait l'aumônerie en ville, et sur un lieu de discussion animé par les aumôniers de l'hôpital pour partager leur expérience de vie à l'extérieur de l'hôpital, les difficultés de la vie, mais aussi pour pouvoir se soutenir les uns les autres, partager aussi leur foi et prier ensemble. Et donc ce groupe existe depuis 2007, voilà, l'aumônerie en ville. Et au sein de ce groupe, Jean-Marie s'est rendu compte qu'il avait de grosses difficultés à vivre seul, que c'était sa principale difficulté, parce que la maladie psychique, en fait, elle n'atteint pas l'intellect, elle ne touche pas effectivement nos capacités intellectuelles, mais elle rend difficile la communication avec les autres, la sociabilité. Et donc, c'est difficile de créer un réseau de connaissances, rentrer en contact avec d'autres. Et donc, la solitude peut être très pesante. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette remarque de Jean-Marie, que vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas rester seul ? Voilà, c'est ça. Donc, l'idée d'un lieu où plusieurs personnes en souffrance psychique vivraient ensemble est née. Donc, c'était dans les années 2010. Voilà, c'est parti d'une personne. 2007, cette aumônerie. 2010, une idée d'un projet. On est en 2019. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on a pu créer une association en 2015 à la suite d'un temps où on s'est retrouvés à Diaconia 2013, qui était un rassemblement national à Lourdes, où on est parti, Jean-Marie, moi, et on a découvert une troisième personne, un troisième larron, qui était un parent de malade psychique, puisqu'il est père d'une fratrie de 3 personnes atteintes d'une maladie. Et on s'est dit à tous les 3, mais il faut vraiment faire quelque chose. Et on est revenu de ce rassemblement avec une cassette vidéo de présentation d'une expérience qui existait sur Lourdes. Et ça nous a permis de montrer ce que ça pouvait exister. Et donc, on a décidé de monter ce projet. Et donc, l'association est créée en 2015. Alors Michel Récipon, c'est toujours sur le temps long, la mise en place de tels projets. Je vois Thibaut, parce qu'on a échangé avant, mais je vois Thibaut qui opine aussi du chef. Mais le temps long fait partie de la règle du jeu, quelque part. Alors, ce n'est pas du tout la règle du jeu, mais je pense qu'il y a tout ce temps de réflexion, il y a aussi de définir le projet, parce que c'est aussi quelque chose de pérenne. On connaît les besoins, mais après, il faut qu'il y ait la réunion de toutes ces familles. Et c'est vrai que le temps, c'est entre 3 ans, je dirais. 2-3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. C'est à peu près Une fois que le projet est mûr, après, il faut trouver le bien immobilier. Et il y a aussi parfois des travaux, parce que ce n'est pas toujours adéquat. Et donc, oui, c'est un projet qui dure 4-5 ans. On en est où de ce projet ? Comment on mobilise, Florence, autour d'un projet comme ça ? Parce que vous êtes 3 au départ, mais je suppose qu'aujourd'hui vous n'êtes plus 3. On est 30. Vous êtes 30. Racontez-nous comment vous avez fait. Vous avez démultiplié, vous avez multiplié par 10 le nombre de personnes qui se mobilisent autour du projet des 1000 sources. Voilà.
Donc, ce sont des journées de sensibilisation par réseau de connaissances. Donc, on invite les amis des amis pour présenter le projet. Et puis, donc avec la création de l'association, c'est aussi des adhésions possibles. C'est des émissions radio sur RCF pour faire connaître. Donc, c'est des temps de formation, sensibilisation aussi sur la maladie psychique, donc avec un prêtre aumônier qui connaissait bien, voilà. Donc avec un support vidéo, c'est important de montrer des fois la réalité avec de la vidéo. Voilà, et puis oui, c'est surtout ça, des temps de sensibilisation, alors, de communication. La maison, elle est trouvée aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors, nous avons fait un bond extraordinaire depuis que nous avons rencontré la FLS. Ouais. Puisque je vous dis les créations en 2015, nous avons rencontré la FLS en 2018 et la maison est en cours d'achat en 2019. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Thibaut de Dinéchin, vous aussi, vous avez... Tenez, je vais prendre le micro, Thibaut. Thibaut de Dinéchin, vous aussi, vous êtes à l'origine d'un projet. Je vous ai vu opiner à plusieurs fois sur le temps long, particulièrement. Vous êtes plutôt un ami de la Fondation pour le logement social. Vous avez fonctionné différemment. Mais sur la partie gestion du projet, ce qui m'a interpellé quand on a échangé, c'est qu'au départ, et je ne sais plus, je crois que c'est M. Molinier qui a dit ça tout à l'heure, vous étiez parti d'un projet rural. Et puis vous vous êtes rapatrié sur un projet urbain, c'est ça? Oui, absolument. En fait, on a eu cette première idée avec mon épouse en 2005, je crois, lorsque ma fille Charlotte était dans l'Eure et que mon fils Nicolas, qui a 37 ans aujourd'hui, était en Belgique. Et lorsqu'il a eu... Voilà, donc en fait, je suis papa de 3 enfants, Nicolas, Anne-Sophie et Charlotte. Nicolas et Charlotte sont autistes et Anne-Sophie va très bien. Et lorsque, dans 2005, on a regardé si on arrivait à trouver quelque chose pour loger Charlotte alors que Nicolas était en Belgique, on n'a rien trouvé qui nous plaisait dans l'environnement immédiat où on était. Et elle était dans l'Eure, effectivement, dans un environnement de campagne. Et j'ai eu, en fait, 3 projets successifs. Le dernier a abouti. Un premier projet dans l'Eure à la campagne, un deuxième projet entre les Yvelines et le Val d'Oise qui n'a pas abouti, et puis un troisième qui a finalement abouti ici. Et en fait, on a beaucoup réfléchi sur valait-il mieux avoir un projet en ville ou valait-il mieux avoir un projet à la campagne? Et en fait, j'ai l'impression que ça répond à des besoins qui sont différents. Peut-être à des structures d'âge qui sont différentes, peut-être à des structures de besoins qui sont différents. Le raisonnement qu'on a aujourd'hui est plutôt de dire, ben voilà, quand on est jeune, quand on a envie d'aller à l'extérieur, quand on a envie d'aller au cinéma, quand on a envie d'aller faire des courses, ben très clairement, il vaut mieux être en ville. Quand par contre, on est un enfant, qu'on a moins de besoins de socialisation ou des besoins de socialisation différents, ou quand on est plus âgé et qu'on a moins envie d'aller se balader en ville, dans le bruit, etc., peut-être que là, on peut avoir des logements et des capacités de logement qui sont différentes. Donc, quand vous créez ce projet en ville, il y a quand même une question qui se pose, c'est trouver un habitat qui réponde à votre projet. Et en ville, à moins d'être dans un programme du neuf ou d'acheter vraiment de l'ancien qu'il faut entièrement refaire, comment on trouve un entre-deux qui permette d'accueillir votre foyer qui est aujourd'hui en pleine activité depuis 2 ans? Ouais. Alors, le premier projet que nous avons mené donc à la campagne, dans l'Eure, c'était un foyer d'accueil médicalisé pour 30 personnes adultes autistes. Ça n'a pas fonctionné. Le deuxième projet entre les Yvelines et le Val d'Oise était à peu près équivalent. Et là, très honnêtement, c'est en 2010 ou 2011, ça faisait 5 ou 6 ans je travaillais 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, on a rencontré plein de monde, et j'ai vraiment arrêté. Je me suis dit, j'arrête, je vais pas y arriver. Jusqu'à un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est la réglementation. La réglementation, quand on regarde la réglementation, et qu'on met bout à bout, très clairement,
aujourd'hui, ça me semble quasiment impossible, ou très 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 difficile, sauf si on est une très grosse association, qu'on a des moyens que nous n'avions pas, d'arriver. Et donc j'ai mis un an et demi avec mon épouse à réfléchir, à essayer de trouver une solution, alors qui va vous paraître un petit peu banale aujourd'hui, mais c'était il y a 5 ans ou 6 ans, et les choses ont beaucoup évolué. Et donc on est arrivé avec un projet, donc les 150 pages qu'on avait écrit préalablement pour le foyer d'accueil médicalisé, on l'a transformé en 150 pages de trucs en ville, avec une structure financière, juridique et sociale différente d'un établissement médico-social. On avait le projet, il nous manquait l'immobilier. Et à force de discuter, j'ai rencontré une association qui s'appelle la Société Philanthropique, que peu de personnes connaissent, mais qui est un très grand acteur social en région parisienne. Et nous ont dit, ben voilà, ton projet nous intéresse, nous on a potentiellement des locaux, pourrait-on pas discuter ensemble pour monter quelque chose ? À la différence d'un certain nombre d'entre vous, je n'avais pas envie de gérer moi-même l'établissement. J'en ai pas la compétence, j'en ai pas la connaissance, je suis pas diplômé, je sais pas, je suis que banquier, donc qui n'a rien à voir avec ces métiers-là. Et donc je voulais apporter la connaissance, le savoir-faire, les capacités d'un parent. Les capacités d'un parent qui connaissent, vous l'avez bien dit, M. Molinier, tout à l'heure, en disant, ben voilà, lorsque ce sont des professionnels du handicap, et les parents sont très clairement un professionnel du handicap, arrivent avec des idées, à ce moment-là, on peut faire quelque chose qui est plus pertinent, peut-être que... Voilà. Vous ne nous avez toujours pas dit où est-ce que vous aviez implanté votre maison ? Et donc la maison a été implantée à Levallois. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est très intéressant. On a pris 2 étages dans une maison de retraite. Donc il y a 80 résidents dans cette maison de retraite. Nous avons 7 jeunes autistes, enfin jeunes, ils ont entre 20 et 35 ans, 7 autistes, encadrés de 5 professionnels, 3 ou 4 volontaires service civique, 2 ou 3 stagiaires et 23 bénévoles. Et ça répondait à la question de la réglementation. Et ça répondait à la question de la réglementation, puisqu'en fait, j'ai respecté la réglementation, mais j'ai surtout fait autre chose. C'est-à-dire, ça n'est pas un établissement médico-social, c'est un habitat partagé. J'ai créé un service d'aide à domicile qui emploie les employés. On travaille très très bien avec le département des Hauts-de-Seine et la ville de Levallois pour la PCH par exemple. Et donc en fait on a véritablement monté un modèle complètement différent. Ouais. J'en ai d'ailleurs déposé le concept. Comme ça on peut le réutiliser et ça donne en fait tous les éléments permettant de dire bah voilà, j'ai envie de faire quelque chose, on peut le faire. On n'a pas ni la taille ni la volonté de devenir la fédération pour le logement social, mais je pense qu'il y a quelque chose de relativement intéressant et de très innovant. On a parlé d'innovation tout à l'heure, très clairement là on est dans l'innovation. Innovation parce que en fait on n'est pas sur un prix de journée, on est vraiment sur de la colocation où chaque habitant, on les appelle les habitants. C'est ça, chaque habitant. Chaque habitant est locataire. Chaque habitant est locataire, il paye son loyer, il a un bail. Et les employés sont payés les employés sont employés par le service d'aide à domicile, lequel est financé par la mutualisation de la PCH sur la base d'un accord entre le département et les parents. Jean-Charles Dessès, vous êtes donc président, oui ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, vous êtes président d'une maison vie et partage à Bayeux, mais vous êtes aussi architecte, on parlait de réglementation tout à l'heure. Alors, est-ce que la question de la réglementation dans l'architecture est souvent un point d'achoppement dans la réalisation de certaines maisons ? Bon, d'abord, pour commencer, je vais quand même rectifier mon appellation. Oui. Je ne suis pas président de l'association. L'association a été créée par... Un trium Vira, enfin pas Vira, c'est pas des hommes, mais par 3 personnes, Marie-Claude Curté, Nicole Chardon et mon épouse Guillemette de 16, à qui je rends un hommage et qui sont là dans la salle parmi nous. Donc, un membre actif de la maison de Bayeux. Donc j'accompagne ce projet et plus particulièrement dans ces derniers temps en tant qu'architecte bénévole pour aboutir à la réalisation finale de cette opération. Alors la question de la réglementation, est-ce qu'elle est une pierre d'achoppement souvent dans un projet quand on commence à chercher des logements pour déployer le projet qui commence à se structurer ? Bien, effectivement, la réglementation, le problème de la réglementation est extrêmement important puisque ça va dépendre entièrement du type de
financement de l'opération. Et donc de la dénomination que va avoir cette opération au final. Si on est dans un cadre de location d'habitat partagé simple, sans convention avec l'État, bon, ça peut sembler relativement plus simple. C'est la manière sur laquelle nous nous sommes orientés. C'est-à-dire que finalement, c'est une maison de vie dans laquelle il y a un locataire et des sous-locataires. Donc on rentre dans le cadre habituel de l'habitat normal. Lorsqu'on a une convention, à ce moment-là, on rentre dans un système beaucoup plus complexe. Par exemple, si on doit créer dans cette partie des parties collectives et des parties locatives individuelles, privatives, enfin comme dans un immeuble, à ce moment-là, on a déjà toute une série d'autres contraintes, serait-ce au niveau de la sécurité incendie, au niveau de la distribution électrique, des coupures. Enfin, on retombe dans le problème de l'immeuble collectif avec sa réglementation. Et si on rentre dans un système plus complexe médicalisé, par exemple, ben on retombe sur toute la réglementation des ERP qui est encore alourdie par rapport à ce système-là, à pouvoir aller jusqu'à un SSI. Ce qui veut dire que chaque projet, en gros, on peut les diviser en 3 grandes catégories, du plus simple au plus médicalisé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des passages obligés avec votre maison, Thibault? Vous avez fait le choix d'être présent dans un EHPAD, donc quelque part la structure de la réglementation était déjà pensée à la construction du bâtiment, ou du moins à la restauration du bâtiment. Est-ce que ça veut dire que parfois on est obligé de construire de toutes pièces, parce que de toute manière, on ne trouvera pas de bâtiment à disposition pour restaurer ou pour aménager suivant la réglementation en vigueur? Ou est-ce qu'on trouve toujours une solution pour adapter? C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément toujours trouver une solution pour adapter, ou alors on peut trouver des solutions relativement lourdes. Ça va dépendre de l'habitat d'origine par exemple de ces escaliers. Si on doit détruire l'escalier principal parce que il n'est pas encloisonné par rapport au reste de l'établissement, ou par exemple s'il n'y a pas les sorties de secours nécessaires aux différents niveaux dans les distances voulues, ça peut devenir très lourd, ou les ventilations des circulations, etc. Donc tout dépend du type d'habitat dans lequel qu'on va choisir, indépendamment de l'art de vivre, ce qui est à l'intérieur et qui va avoir lui-même ses propres contraintes de volumétrie et d'espace qui sont déterminantes dans le cadre de nos projets. Thibault, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. En fait, alors non pas tant sur la partie réglementaire, mais c'est vrai que la partie réglementaire, on a été un petit peu coincé par des espaces-feux, etc., etc. Mais je pense que la partie immobilière est vraiment essentielle. Pour moi, c'est un des éléments essentiels de la qualité de vie. Ce sont les espaces, ce sont la lumière, c'est les couleurs, c'est l'aménagement entre les parties communes et les parties individuelles, c'est l'aménagement entre cuisine et salle d'activité, etc. Pour répondre à la question, donc ça c'est vraiment un élément, voilà, moi j'y connaissais rien, donc j'ai un petit peu lu sur le sujet, et c'est vraiment ça qui m'a frappé. Hein. La deuxième chose, poser la question de dire, on est rentré effectivement dans un immeuble qui était détenu, enfin qui accueillait des personnes âgées. Est-ce que ça nous a aidé? La réponse est oui dans un certain cas, non dans d'autres. Dans d'autres, par exemple, on a 3 niveaux, aucun des niveaux n'était en lien avec l'autre, donc on a été obligé de créer 2 escaliers. Créer 2 escaliers, ça coûte cher, ça prend de la place, etc. Par contre, ce que nous avons voulu faire absolument, c'est avoir vraiment 2 espaces complètement séparés. Donc il y a l'espace et l'entrée pour les personnes âgées, l'espace et l'entrée pour notre foyer. C'est ça, on ne rentre pas dans une maison de retraite quand on rentre chez vous. Non, absolument on rentre chez eux. On rentre chez eux, et c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'on les voit assez régulièrement. Il y a un président du CVS et qui nous a dit lors du dernière réunion qu'on a eue ensemble, on est ravis de vous accueillir. Ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Est-ce que la réalité est véritablement là, la réponse est non, mais il y a quand même ce lien qui est en train de se faire à travers l'immobilier entre 2 types de personnes
qui sont les personnes âgées et nos habitants autistes, et on en dira peut-être 2 mots tout à l'heure. Mais juste un point, vraiment, l'immobilier, pour moi, est absolument essentiel dans la qualité de vie des personnes qu'on accueille. Alors, effectivement, je vais revenir, je vais développer un petit peu ce sujet-là. C'est-à-dire que le mode de vie, l'architecture, ça doit être un véritable humanisme. C'est-à-dire qu'on doit avoir, c'est un acte social. Donc on doit avoir conscience de l'ensemble des contraintes de mode de vie des personnes, allant de l'espace privatif absolu de la personne individuelle, qui est son studio, sa chambre, etc., aux espaces semi-collectifs, qui est la vie du groupe dans l'établissement, la cuisine, la salle de vie, le lieu semi-public qui est la réception, l'entrée, un espace convivial avec des sanitaires indépendants, enfin des choses relativement indépendantes, et puis aussi un espace ouvert vers l'extérieur où on peut accueillir pour d'autres activités dans ces parties de l'immeuble. Ça, c'est au niveau de la résidence elle-même. Et puis l'ouverture, parce que sur l'extérieur, parce que l'architecture, dans ce cas-là, c'est une architecture organique, elle part de l'individu pour aller jusqu'à l'environnement, la cité. Et là, il y a la notion des voisins, des amis, des voisins solidaires. Enfin, c'est pas le terme utilisé. C'est-à-dire l'inclusion dans le voisinage et dans la communauté de la cité. Avec les gens qui vont faire partie finalement de l'environnement et qui vont s'occuper, qui vont avoir plaisir de rentrer dans l'établissement ou qui auront leur propre vie à côté. Ça forme véritablement un nouveau quartier et un quartier de vie en fait. Avec aussi les espaces extérieurs, les jardins, les potagers, les espaces de jeu, de loisirs, de prise du soleil sur les terrasses, etc. Et on le voit bien d'ailleurs souvent chez nos voisins allemands, ils intègrent les crèches et les maisons de retraite dans un seul et même endroit, avec un jardin commun où les deux générations peuvent se mélanger. Est-ce que vous pensez, j'élargis peut-être un petit peu mon propos, mais tout à l'heure on a eu une réflexion sur le logement social et le changement de la loi et de l'évolution de la loi quant à l'adaptation pour les personnes en situation de handicap. J'ai une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, la question du handicap, la question de la vie en société, dans une société vieillissante, fait partie du corpus d'études et intégrée aujourd'hui dans les études d'architectes pour pouvoir aborder des projets comme cela? Vous êtes touché par cette question et vous avez travaillé avec votre épouse et d'autres à la fondation d'une maison vie et partage. Et donc vous avez cette chance de pouvoir accompagner des projets de ce type-là, mais est-ce qu'aujourd'hui des architectes qui sortiraient d'école ou qui ont déjà travaillé sont peut-être pas un peu trop démunis face à ces questions-là? Alors, bon, je vais vous répondre. J'ai été assistant d'architecture à l'école spéciale des travaux publics il y a de nombreuses années maintenant. Et un des sujets que l'on avait ouvert aux élèves de B1 et de B2, c'était effectivement un centre de vie pour un centre d'handicapés, etc. Donc ce n'est pas des préoccupations qui sont totalement neuves en matière d'architecture, puisque l'architecture, c'est d'abord un humanisme, donc c'est de prendre la personne dans son intégralité pour lui donner le lieu de vie le plus agréable et le plus complet possible, qu'il soit une véritable prolongation de lui-même jusque dans la cité. Thibaut, quelles sont les difficultés, et peut-être aussi on pourra en parler avec vous Florence, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'élaboration de vos projets? Aucune. Bon, très bien. Florence, quelles difficultés vous avez? Non. En fait, on parlait de durée tout à l'heure. C'est vrai que le premier projet, on a commencé à le travailler par écrit en 2005 et la maison a ouvert en 2017. Lorsque j'en ai parlé avec des personnes qui en avaient déjà monté, elles m'ont dit, écoute, il faut compter 10 ans. Alors je lui ai dit, écoute, lui il a mis 10 ans, moi je vais en mettre 5, il n'y a pas de problème. Non, il m'a fallu effectivement ce temps-là entre ce que vous évoquiez très bien tout à l'heure, la définition, enfin les besoins qui existent,
la définition du projet. À partir du moment où on a la définition du projet, toute la partie immobilière, recrutement entre guillemets des habitants, etc. Donc ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, ça a été le côté administratif des choses. Je me suis rendu compte, alors on a commencé à travailler juste avant 2010, donc juste avant la création des appels à projets. On sait ce qu'il en est advenu aujourd'hui, de la difficulté de véritablement être pertinent dans un appel à projet. Délai de réponse extrêmement court, projet extrêmement vaste. Raison pour laquelle aussi, moi j'ai préféré travailler avec une association gestionnaire plutôt que de le faire moi-même. Je n'ai pas forcément toutes les compétences, qu'elles soient techniques, juridiques, fiscales, gestion du personnel, que peut avoir une grande association. Alors je dois avouer avoir été énormément aidé par des amis, par des bénévoles, puisque entre le moment où on a défini notre projet par écrit, il n'y avait plus qu'à le monter. Et le monter, ça veut bien évidemment dire l'adapter par rapport à la théorie. Et donc on a réuni un groupe d'une quarantaine, une cinquantaine de personnes, chacun dans ses domaines d'activité. Il y avait un financier, il y avait des architectes, il y avait des décorateurs, il y avait des professionnels de la RH, etc., qui nous ont aidés à finaliser le projet. Et je pense que ce temps, finalement, pour ce premier projet, je dirais juste un mot des autres, ce temps pour le premier projet est absolument indispensable pour ne pas se tromper ou ne pas trop se tromper par rapport à une idée. Quand on est créateur de projet, on est toujours un tout petit peu utopiste, bien évidemment, et on ne se rend pas forcément compte de la réalité telle qu'elle est véritablement. Et donc le fait d'avoir mûri ce projet, d'en avoir discuté avec différents corps de métier, des parents bien évidemment, ça nous a permis à aujourd'hui, après 2 ans d'activité, à être à 95% sur ce que nous avions prévu à l'origine. Le projet, les 2 projets suivants que nous avons aujourd'hui, on va partir de ce projet pilote, amender et améliorer ce projet pilote de ce que nous avons pu remarquer comme étant insuffisant. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y en a au moins une. Et il y en a, et l'adapter pour la suite. Avant de passer la parole à Michel, vous vouliez peut-être réagir. Oui, je voudrais simplement rajouter, pour vous donner un exemple. À Saint-Étienne, c'était notre première maison de vie et de partage, mais ce n'est pas la première qui est sortie réellement. Pour les autorisations administratives, on n'a eu simplement que 18 mois de délai pour, théoriquement, 3 mois. Alors justement, c'est ce que je voulais, c'est justement pas la question que je voulais poser à Thibaut, mais nous avons été persévérants, on n'a pas cédé. Comment se passe le lien, vous vous êtes installé à Levallois, comment se passe le lien avec la municipalité sur la partie gestion, appropriation du projet, aide peut-être administrative, peut-être des réductions de délai que Michel n'a pas connues, mais que vous avez peut-être pu connaître? Alors on n'avait pas de contrainte administrative puisqu'en fait on est un logement, oui, et non pas un établissement médico-social, et c'est la raison pour laquelle en fait on est passé des premières idées qui étaient celles d'un établissement médico-social à un logement. Bon. Il reste néanmoins qu'on a 2 appuis essentiels. Le premier, c'est le département. Et avec Véronique Bergerol, on discute très très régulièrement. Elle a connu le projet dès le départ de notre projet, donc c'est les Hauts-de-Seine. Et puis avec avec la municipalité de Levallois, on a mis ces deux administrations-là dans la connaissance du projet dès le début du projet, dès qu'on savait à peu près où on allait aller. Et sur cette base-là, oui, on a été aidé de manière tout à fait réelle. Florence, je vous Alors, laisse réagir. La première difficulté, je dirais qu'on est d'abord des bénévoles. Donc, Il faut trouver du temps. Ça demande du temps, et c'est du temps que l'on prend sur son temps personnel. Donc sur notre conseil d'administration, on est la moitié de personnes retraitées, la moitié de personnes en activité. Donc on ne peut avancer qu'au rythme du groupe qui se réunit une fois par mois. Voilà. Et ensuite, effectivement, je le regrette pas, c'est qu'on est allé taper à plusieurs portes. Donc on a commencé à aller voir Habitat Humanisme, et on a construit des choses avec eux. On avait une idée de projet dans les grandes lignes. Ça nous a permis avec eux finalement de peaufiner, de recadrer les choses. Le projet, et puis en fait, on ne pouvait pas fonctionner avec eux parce qu'on n'était pas dans leur ligne. On est allé taper à la DDCSPP,
on n'était pas dans le cahier des charges de la DDCSPP, donc on a retravaillé le projet. Enfin, on réaffine finalement les choses jusqu'à... Enfin, il ne faut pas perdre son âme sur ce qu'on a envie de faire. Il faut garder quand même le cœur du projet, voilà. l'ADN du projet. Et on le fait évoluer malgré tout, jusqu'à effectivement trouver le bon partenaire pour avancer. Comment se fait cette rencontre avec la FLS? Qui est-ce qui vous oriente et qui fait qu'à un moment donné, votre projet et le projet de la FLS va permettre d'acquérir cette maison qui est en cours de signature? Alors, on avait prospecté plusieurs maisons, dont une qui nous plaisait bien, qui sera le lieu définitif finalement. On a eu la chance de pouvoir faire travailler un architecte bénévolement sur le chiffrage des coûts de rénovation de ce bâtiment. Et puis, on a aligné les chiffres. Et là, vous avez pris peur? Et là, on a pris peur comme association pour investir sur un emprunt personnel. On s'est dit qu'on ne pourrait pas. Voilà. Et il s'avère que quelqu'un nous a parlé de la FLS. Voilà. On a monté là un dossier sur les conseils de quelqu'un qui avait travaillé dans la réception de dossiers de mécénat. Et on a vraiment travaillé le dossier. Et puis on est monté à Paris, rencontré 2 fondations, dont la FLS. Et la FLS a été la première à dire « Ah oui, votre projet nous intéresse. Il est vraiment dans l'esprit de ce que l'on veut faire. » Michel Ricipon, on va arriver un petit peu... Jean-Charles, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, et puis on terminera avec Michel, parce que le temps qui nous est imparti est presque terminé déjà. Oui. Ce que je voulais dire, c'est au niveau de la création architecturale et de la mise en place des volumes dans l'espace et des organigrammes à installer, etc., de l'évolution de la société elle-même sur son mode de vie, etc. Effectivement, il y a une démarche permanente à ce niveau-là. Et l'habitat lui-même va s'adapter finalement non seulement au mode de vie de la population générale, mais également au mode de vie des handicapés. Ça existe dans la cité depuis déjà un certain temps, puisque on a regardé, on voit qu'on nous demande à la fois les problèmes auditifs, les problèmes des aveugles, les problèmes des fauteuils roulants, etc. dans la cité, ce qui a du mal à se mettre en place d'ailleurs, mais qui se met en place. Et dans l'habitat, c'est la même chose. Donc en fait, ça amène à revoir les normes au niveau des surfaces, au niveau des aires de rotation, au niveau des circulations, au niveau des ascenseurs, etc. Et au mode de vie lui-même, tout en disant que c'est forcément expérimental et pas forcément adapté à toutes les personnes. Par exemple, je me souviens, quand j'étais, il y a quelque temps, j'avais fait des logements avec c'était pas pour les handicapés, mais avec une loggia au niveau du logement du rez-de-chaussée, puis des chambres en haut. Donc on se disait que le mode de vie des parents allait être au rez-de-chaussée avec les enfants, et puis les parents allaient monter sur la loggia et les enfants seraient en haut et quand ils feront du bruit, donc ils vont laisser les parents tranquilles à vivre. Et en fait, le logement n'a pas vécu comme ça. Le logement, ça a vécu que les parents ont mis les enfants sur la loggia et eux ont voulu avoir leur espace privatif indépendant à l'étage. Donc en fait, il y a une appropriation qui n'est pas forcément celle qu'on attend. Et qui est à étudier et qui est à expérimenter en permanence. On parlait par exemple d'ouvrir totalement un logement. C'est vrai que ça correspond, j'ai retenu, c'était intéressant, pour les malentendants par exemple dans le logement, etc. Mais il y a cette notion d'espace privé, vraiment privé, collectif, et je me souviens d'avoir construit un jour une caserne de gendarmerie. Et un an après, on a fait la visite de Bonnefin. Et un des brigadiers qui était là nous a fait visiter son logement. Et quand on a voulu monter dans sa chambre, non, on rentre pas dans ma chambre. Et le responsable de truc lui a dit si, on rentrera dans ta chambre. Mais c'était une sorte de viol. C'est-à-dire, c'était son espace privatif. À lui, et c'était totalement privé. On avait, voilà. Donc la maison, il faut regarder son côté organique, qui part de l'individu
jusqu'au collectif. Thibaut et après Michel, et on arrivera au terme. Mais je suis ravi quand le ping-pong commence entre vous, ça veut dire qu'on a pris le bon sens de cette table ronde. Thibaut, je vous en prie, allez-y. Je voudrais répondre à une question que vous n'avez pas posée. Allez-y, dites-moi. Attendez, je vais souffler la moi. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que la maison Harmonia Pascal de Dinchin était insérée dans un EHPAD. Et je voudrais juste expliquer en 2 mots ce qui s'est passé. Donc je disais tout à l'heure qu'en termes architectural, on avait bien fait 2 entrées, c'était 2 vies différentes, etc. Qu'est-ce qu'on partage ? On partage la cuisine et on commence, au bout d'1 an et demi à peu près, à partager quelques activités. Et c'est juste là-dessus que je voudrais intervenir. Il y a 2 activités que nous faisons ensemble. Le vendredi après-midi, il y a 2 personnes de la résidence personnes âgées qui adorent la musique. Et nos jeunes adorent la musique. Et donc, en fait, tous les vendredis après-midi, pendant 1 heure, il ne faut pas que les activités durent trop longtemps, pendant 1 heure, il y a Jean-Paul, et je ne me rappelle plus du prénom de l'autre personne de la résidence, qui viennent chanter autour du piano avec nos jeunes. Et ce qui est très amusant, c'est que les toutes premières fois, il y avait ces 2 personnes, et puis un jeune ou 2, et que maintenant, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a de plus en plus de personnes âgées qui viennent et qui viennent chanter. Alors, c'est les petites chansons, hein, c'est Frère Jacques, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, on a monté depuis le mois de juin un atelier jardinage. Dans cet atelier jardinage, ce sont 6 bacs en hauteur dans lequel on fait pousser quelques légumes, quelques fruits, quelques fleurs, etc. Une personne âgée qui en a la responsabilité et un jeune qui vient régulièrement. Et là encore, avec le temps, même si ça date que depuis 3 mois, il y a plusieurs personnes âgées qui commencent à s'y intéresser, qui viennent, qui demandent quand sont les heures d'arrosage. Donc les jours d'arrosage, c'est le mardi et le jeudi, de mémoire. Et l'autre jour, on était en train de discuter sur le parking et je vois une petite dame qui arrive, puis qui avait les mains sur son cœur, comme ça. Bon, très bien, puis on commence à parler. Puis au bout d'un moment, elle ouvre les mains, elle nous dit « Regardez ce que j'ai été prendre ». Et puis elle nous montre une petite tomate et puis une petite framboise. Et en disant, ben voilà, c'est ça que j'ai été prendre dans la jardinerie. Voilà. Et ça, je pense que c'est... Bon, je pourrais en parler très 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 longuement, mais je pense que ça, c'est vraiment une des réussites d'un projet conjoint, du projet que nous n'avions pas prévu comme étant conjoint, qui est devenu deux projets individuels avec un certain nombre d'éléments qui viennent se mettre, voilà, qui deviennent conjoints. Allez, pour conclure ce temps d'échange, après on passera à vos questions. Michel Récipon, l'avenir de la Fondation pour le logement social dans l'habitat partagé, c'est quoi ? Comment ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre aujourd'hui de développer encore plus ces projets-là ? Alors c'est vrai que les maisons de vie et de partage, c'est un concept. Mais ce n'est pas un concept qu'on peut décliner exactement à l'identique. Chaque maison est différente. D'abord parce que le monde de la fragilité est différent. On ne s'est pas engagé sur une fragilité. Nous travaillons aussi sur les personnes âgées, donc ce qu'on appelait avant un béguinage. Donc ça fait partie avec ce même concept, mais aussi toujours s'adapter. Pour ça, c'est vrai qu'on s'est aussi donné les moyens financiers pour pouvoir aussi aider. Comme on l'a rappelé ce matin, l'État n'a plus toutes les possibilités. Il faut trouver des financements innovants, ça ne sert à rien de râler. La seule chose qu'on demande à l'État, c'est qu'elle nous simplifie les solutions administratives. Ça ne coûte pas d'argent. Par contre, on essaye d'être innovant pour avoir des financements. On vient de lever un emprunt obligataire de 15 millions. On a eu la première tranche. Ce n'est pas un financement récent. Par contre, pour le monde d'une fondation, c'est la première fondation qui lève un emprunt. Parce que tout simplement, ces maisons, ce que nous souhaitons, elles sont aussi en centre-ville. Nous avons de plus en plus de demandes. Nous essayons aussi de rester à taille humaine et donc nous ne voulons pas faire plus de 2 ou 3 maisons par an parce qu'on veut pouvoir les accompagner. Le deuxième avenir, c'est aussi ces week-ends. C'est notre premier week-end aujourd'hui, comme ça, qui nous a permis de réunir les résidents, c'est important de savoir comment ils sont, les familles, les accompagnateurs, les maîtresses de maison, donc tous ceux qui sont là tous les jours, et puis différents partenaires avec qui nous travaillons et nos invités. C'est ça aussi qui est important.
Parce que derrière aussi, c'est tout ce suivi, ce que nous voulons. Nous ne sommes pas simplement un locataire bailleur. Nous voulons simplement aussi apporter, de les aider dans la vie quotidienne. Et ça, c'est de trouver des solutions ensemble. Alors, on n'a pas forcément toutes les solutions. C'est aussi rompre cet isolement. Chacun va rentrer chez soi, va se retrouver seul avec les problèmes. C'est aussi de les mettre en commun. C'est éviter que lorsqu'ils sont trouvés, que chacun ne recommence pas à zéro. Voilà, c'est tout ça. Et c'est un petit peu le but de ces week-ends. Et un grand merci d'abord aussi pour votre présence, d'être là, parce qu'aussi on a besoin de vous. On a besoin aussi de le retour des résidents, des familles, parce que c'était nos premières maisons. Tout n'était pas été parfait, c'est clair, mais il fallait aussi se lancer. Et on continue d'être innovant, de répondre surtout aux besoins des familles, quel que soit le handicap. Je me rappelle, pour répondre pour la partie privative et à l'inauguration de la maison de Saint-Jean-Paul II à Versailles, c'était la mère d'un jeune qui me disait, je crois qu'il est là d'ailleurs. Il y en a un là, voilà. En tout cas. Il y en a par là. Ils sont où, la maison Saint-Jean-Paul II, là? Et qui a dit à sa mère, tu vois maman, tu vas pouvoir venir à la maison comme exactement lorsque tu viens chez mes frères et sœurs. Bien sûr. C'est chez lui. Merci beaucoup Michel Récipon, merci Jean-Charles, merci Florence, merci Thibaut pour ce temps d'échange. Bonne continuation et bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous.